Je m'appelle Amélie Dubois et à 52 ans, je pensais avoir globalement trouvé mon équilibre. Je vis dans une petite ville tranquille d'Indre-et-Loire, où le bourdonnement des insectes emplit les soirs d'été et où les gens saluent encore leurs voisins comme au bon vieux temps. Pendant des années, je me suis investie corps et âme dans mon travail de responsable des ressources humaines dans un centre de distribution pharmaceutique. Ce n'est pas prestigieux, mais c'est stable. Et pour quelqu'un comme moi, qui a été ballotté de foyer en foyer sous l'égide de l'aide sociale à l'enfance, la stabilité, c'est tout. J'ai lutté pour me construire cette vie, gagnant le respect de mes collègues qui disent de moi que je suis le ciment de notre équipe. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple rendez-vous médical pour mon mari, Laurent, ferait s'effondrer tout ce que j'avais bâti. Un matin, j'étais assise dans la salle d'attente du centre hospitalier, feuilletant un magazine écorné pendant que Laurent consultait le docteur Hélène Fournier. Il était amorphe depuis des mois, apathique, silencieux, mangeant à peine, et j'avais désespérément besoin de réponses. Les néons au plafond grésillaient et une odeur d'antiseptique flottait dans l'air. J'imaginais qu'on ajusterait son traitement, peut-être qu'on nous orienterait vers un spécialiste. Mais quand une infirmière m'a tapoté l'épaule en disant « Madame Dubois, le docteur a besoin de vous », mon estomac s'est noué. Quelque chose dans son sourire crispé me disait que ce n'était pas pour une simple ordonnance. Le bureau du docteur Fournier était petit, encombré de dossiers médicaux et avec une plante qui se mourait sur le rebord de la fenêtre. Elle avait la fin de la cinquantaine, des cheveux grisonnants tirés en un chignon impeccable et un regard qui mêlait bienveillance et fermeté. « Amélie, dit-elle en se penchant en avant, vous devez vous protéger de Laurent. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Me protéger ? De Laurent ? Mon mari ? L'homme à qui j'avais juré d'être fidèle dans la santé comme dans la maladie ? Son expression grave a étouffé mes protestations avant même qu'elles ne puissent se former. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur son passé, dit-elle à voix basse. Et je ne suis pas sûre qu'il soit honnête avec vous en ce moment. Mon cœur battait la chamade, une vague de panique submergeant le bruit de fond de l'hôpital. Que pouvait-elle bien vouloir dire ? Laissez-moi revenir en arrière. Il y a 4 ans, j'étais célibataire, satisfaite de ma routine faite de longues journées de travail et de soirées tranquilles avec un bon livre. Avoir grandi en foyer d'accueil m'avait appris à ne compter que sur moi-même, à me construire une vie où personne ne pourrait me retirer le tapis sous les pieds. Mon poste au centre de distribution était ma fierté, je gérais les paix, réglais les conflits et assurais le bon fonctionnement de l'équipe. Mon patron, Marc, était un veuf qui était devenu un ami au fil des cafés pris tard le soir pendant les périodes de rush. Il me taquinait sur mon célibat, disant des choses comme « Amélie, vous allez faire de moi le dernier célibataire du coin ». J'en riais, mais au fond de moi, je rêvais de compagnie. C'est alors que je me suis inscrite dans une agence matrimoniale, espérant trouver quelqu'un avec qui partager ma vie. C'est là qu'est entré en scène Laurent, un magasinier de 56 ans avec un sourire en coin et un charme discret qui m'a séduite. Il était un peu plus âgé, divorcé, comme moi, ne voulait pas d'enfant. Nous nous sommes tout de suite entendus sur nos rêves de choses simples, des balades en voiture le week-end, des dîners chaleureux, vieillir ensemble. Notre relation était discrète, juste nous deux, volant des moments autour d'un café ou lors de promenades au parc. Quand nous nous sommes mariés à la mairie, signant les registres dans une salle qui sentait le vieux tapis, j'ai eu l'impression d'avoir gagné au loto. Pas de grande cérémonie, pas de chichi, juste nous deux nous promettant l'éternité. Marc m'a félicité quand je le lui ai annoncé, même si j'ai cru déceler une lueur étrange dans son regard. Peut-être de la solitude, peut-être de la surprise. Je n'y ai pas prêté attention. J'étais trop occupée à rêver de mon avenir avec Laurent. La vie de jeune mariée était simple au début. J'ai continué à travailler, faisant le trajet depuis notre nouvelle maison dans un coin de campagne près de la ville. Nous partagions ma vieille berline, un choix pratique puisque Laurent n'avait pas de voiture. J'aimais trop mon travail pour démissionner. Même si Laurent me taquinait en me traitant de bourreau de travail, mes journées étaient remplies de tableurs et de réunions d'équipe pendant que Laurent faisait les 3-8 dans un entrepôt local. Il avait toujours été stable, le genre d'homme qui ne parlait pas beaucoup, mais qui vous faisait vous sentir en sécurité. Du moins, c'est ce que je pensais. Ce matin-là, dans le bureau du docteur Fournier, son avertissement résonnait dans ma tête. Me protéger de quoi ? Laurent était malade,
pas dangereux. Où l'était-il? Mon esprit s'emballait, repassant en boucle ces mots sur son passé. Je pensais à l'homme que j'avais épousé. Celui qui me tenait la main pendant nos longues discussions nocturnes, qui riait de ma cuisine désastreuse. Pouvait-il vraiment cacher quelque chose? En quittant son bureau, mes jambes étaient en coton. Les couloirs stériles de l'hôpital semblaient se refermer sur moi. Je ne le savais pas encore, mais ce moment était la première fissure dans la vie que je m'étais construite, et tout ce que je croyais savoir sur Laurent était sur le point de voler en éclats. Environ 1 an après notre mariage, j'ai commencé à remarquer des changements chez Laurent. C'était subtil au début, comme une ombre qui s'étend sur une journée ensoleillée. Il avait toujours été silencieux, mais il est devenu distant, le regard dans le vide pendant le petit déjeuner, son café refroidissant. Il oubliait de petites choses, confondait le sel et le sucre, portait des chaussettes dépareillées. Je le taquinais gentiment, espérant lui arracher un sourire, mais son regard restait terne, comme s'il était ailleurs. À la maison, le silence devenait pesant, et je me surprenais à parler pour combler le vide, racontant ma journée de travail ou parlant de la météo. J'avais l'impression de vivre seule, même avec lui à mes côtés. J'ai refoulé mon inquiétude pendant des semaines, me disant que ce n'était qu'une mauvaise passe. Mais quand Laurent a arrêté de manger son hachis parmentier préféré et a commencé à manquer des jours de travail, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Un soir, je l'ai trouvé assis sur notre terrasse, fixant les champs au-delà de notre jardin, les mains tremblantes. « Laurent, ai-je dit doucement, il faut qu'on te trouve de l'aide. » Il a hoché la tête, osant à peine croiser mon regard, et j'ai ressenti une pointe d'impuissance. Voir quelqu'un que vous aimez vous échapper sans savoir pourquoi, c'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Elle finit toujours par fuir. J'ai pris rendez-vous dans un centre médico-psychologique local. La psychiatre, une femme aimable avec un carnet rempli de questions, a diagnostiqué une dépression chez Laurent après quelques séances. Le mot m'a frappé comme une pierre. Je connaissais un peu la dépression. Des collègues en avaient parlé à voix basse, et j'avais lu des brochures. Mais l'entendre appliqué à Laurent a assombri mon monde. Le médecin a expliqué que ce n'était pas juste de la tristesse. C'était un brouillard qui pouvait engloutir quelqu'un entièrement. Elle a prescrit des médicaments et suggéré une thérapie, mais trouver la cause profonde était essentiel. Le problème, c'est que nous n'arrivions pas à la cerner. Le travail de Laurent à l'entrepôt était stable. Pas de changement majeur. Notre mariage. Je pensais que nous étions heureux, mais le doute s'est insinué. Étais-je le problème? L'état de Laurent n'a fait qu'empirer. Il passait des journées au lit à se plaindre de maux de tête, sa silhouette s'amincissant à mesure que son appétit disparaissait. Il a démissionné, incapable de suivre le rythme, et la culpabilité dans ses yeux me brisait le cœur. « Je te tire vers le bas, Amélie », murmurait-il. Je lui serrais la main, lui disant que je pouvais gérer les factures, que mon salaire suffisait. Mais la vérité, c'est que j'étais terrifiée. Je restais éveillée la nuit, écoutant sa respiration irrégulière, me demandant s'il ne glissait pas vers quelque chose de pire, comme une forme de démence. Un jour, il est sorti se promener et s'est perdu dans notre propre quartier, m'appelant en panique. Mon cœur s'est emballé alors que je conduisais pour aller le chercher, la peur me rongeant. Le travail est devenu mon refuge, un endroit où je pouvais faire semblant que tout était normal. Mon patron, Marc, a remarqué que j'étais à bout. Un après-midi, il a fait glisser une boisson énergisante sur mon bureau, son regard empreint d'une douce inquiétude. « Vous portez trop de choses sur vos épaules, Amélie », a-t-il dit. « Nous sommes là pour vous, vous savez. » Ces mots m'ont touché en plein cœur, et j'ai ravalé mes larmes, réalisant à quel point j'avais tout gardé pour moi. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail, gérant les plannings et apaisant les employés mécontents. Tout pour ne pas penser à la distance grandissante entre Laurent et moi. Puis les choses sont devenues plus étranges. Un matin, en sortant, j'ai constaté que notre voiture avait disparu de l'allée. J'ai vérifié le garage, la rue, rien. Laurent a juré qu'il n'y avait pas touché, disant qu'il l'avait vue en rentrant de sa promenade la veille. Le médecin avait suggéré un peu d'exercice pour lui remonter le moral, alors il se promenait dans le quartier, mais la voiture qui disparaît pendant la nuit. Ça n'avait pas de sens.
J'ai pris le bus pour aller travailler, arrivant en retard et épuisé. Marc s'est montré compréhensif, mais perplexe. « Vous pensez que Laurent l'a prise ?» a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Laurent n'avait pas conduit depuis son diagnostic, trop instable pour se faire confiance au volant. Pourtant, une graine de doute a germé. Quelques jours plus tard, un autre coup dur. Je suis passé à la banque pour retirer de l'argent et j'ai découvert mon compte personnel vide. 0. Mon cœur s'est serré en vérifiant notre compte joint, lui aussi vidé. Nous économisions pour un nouveau toit. Chaque centime péniblement mis de côté. Laurent avait accès au compte joint, mais pas au mien. Comment cela avait-il pu arriver? À la maison, je l'ai confronté, la voix tremblante. Laurent, sais-tu quelque chose à ce sujet? Il avait l'air confus, son regard dérivant vers le plafond. Aucune idée, Amélie, a-t-il marmonné. Son détachement semblait faux, comme s'il cachait quelque chose. Mais avec sa dépression, je ne voulais pas trop insister, de peur d'aggraver les choses. J'ai signalé le vol de la voiture à la police, déposant une plainte avec le sentiment tenace qu'on ne la retrouverait jamais. L'argent manquant était plus difficile à expliquer. Sans famille sur qui m'appuyer, l'AS m'avait laissé sans ce filet de sécurité, je me sentais seule. Le poids de notre vie m'écrasait. Mes soupçons sur Laurent grandissaient, mais je n'arrivais pas à les concilier avec l'homme que j'avais épousé. Était-il vraiment capable de ça, ou étais-je simplement paranoïaque, voyant des ombres là où il n'y en avait pas? L'incertitude me rongeait, préparant le terrain pour une vérité que je n'étais pas prête à affronter. Les pertes s'accumulaient. Notre voiture, nos économies, ma confiance, et j'avais l'impression de me noyer. Le centre médico-psychologique local ne pouvait plus rien pour Laurent, alors ils nous ont orientés vers le centre hospitalier régional, mieux équipé. Un matin, nous avons pris un taxi pour l'hôpital, un immense bâtiment avec un hall bondé qui sentait le café et l'antiseptique. Laurent était silencieux, regardant par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Je serrais la lettre d'orientation, les nerfs à vif après des semaines d'inquiétude. J'espérais que cette visite apporterait des réponses, peut-être un nouveau traitement pour sortir Laurent de son brouillard. Après 1 heure dans la salle d'attente, une infirmière a appelé Laurent pour sa consultation. Je me suis installée sur une chaise en plastique, sortant un livre de poche pour me distraire. À peine une page lue, l'infirmière est revenue. Madame Dubois, le docteur Fournier a besoin de vous parler. Mon cœur a raté un battement. Je l'ai suivi dans un couloir éclairé au néon jusqu'à un petit bureau où le docteur Fournier attendait. Ses cheveux grisonnants et son calme auraient dû être rassurants, mais son expression sérieuse m'a mise sur le qui-vive. C'est à propos de la dépression de Laurent, ai-je demandé en m'asseyant. Elle a hoché la tête, puis s'est penchée en avant, la voix basse. Amélie, je dois être directe avec vous. J'ai reconnu Laurent dès qu'il est entré. Je l'ai soigné il y a des années aux urgences pour une profonde coupure à la jambe. Il n'est pas celui que vous croyez. Mon esprit tourbillonnait. Une coupure? Je savais que Laurent avait une cicatrice sur la jambe droite, irrégulière et estompée, mais il avait toujours balayé ça d'un revers de main en parlant d'un vieil accident. Les mots suivants du docteur Fournier m'ont frappé comme un TGV. Laurent a été arrêté pour escroquerie il y a 10 ans. Il a dépouillé son ex-femme, lui a volé son argent et ses objets de valeur. Il a même simulé une démence pour la manipuler et l'a poussée à baisser sa garde. Elle a fait une pause, observant ma réaction. Je soupçonne qu'il fait quelque chose de similaire maintenant avec sa dépression. Je suis restée figée, le souffle coupé. Simuler une démence, escroquer son ex-femme. La pièce semblait trop petite, l'air trop lourd. Vous dites qu'il fait semblant d'être déprimé, ai-je demandé, d'une voix qui n'était qu'un murmure. Le docteur Fournier a acquiescé. Ces symptômes ne collent pas. J'ai vu des dépressions, et celle-ci semble calculée. Cette cicatrice sur sa jambe. Elle vient d'une dispute avec son ex-femme quand elle l'a confronté au sujet du vol. J'étais là pour le recoudre. Ces paroles ont brossé le portrait d'un homme que je ne connaissais pas. Un escroc, pas l'âme brisée dont je prenais soin. Je suis sortie de son bureau en titubant, l'esprit en ébullition. Laurent,
un fraudeur, l'homme qui m'avait tenu la main lors de nos discussions nocturnes, qui m'avait promis l'éternité. Mais la cicatrice, la voiture disparue, les comptes vidés, tout commençait à s'emboîter. L'avertissement du docteur a allumé un feu en moi. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et espérer que tout s'arrange. Il me fallait des preuves. De retour à la maison, j'ai commandé un jeu de petites caméras de surveillance en ligne, le genre qu'on dissimule à la vue de tous. Je me sentais comme un personnage de mauvais polar, mais le désespoir me guidait. Je les ai installés dans toute la maison, dans le salon, près de la porte d'entrée, et même dans notre chambre. Pendant des jours, je suis allée travailler, j'ai agi normalement, et j'ai vérifié les enregistrements chaque soir, le cœur battant. Laurent semblait le même, apathique, silencieux, mais je ne marchais plus. Une semaine plus tard, j'ai touché le gros lot. Les images montraient Laurent sortant discrètement de la maison avec ma montre préférée et un sac en cuir que je gardais dans notre placard. Il est revenu des heures plus tard, une liasse de billets à la main, un sourire suffisant sur le visage. Ce sourire, ce n'était pas le Laurent que je connaissais, accablé par la dépression. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un de rusé. Mon estomac s'est retourné en le regardant cacher l'argent dans un tiroir, jetant un coup d'œil autour de lui comme s'il savait qu'il s'en tirait à bon compte. J'ai vérifié les enregistrements du jour où notre voiture a disparu. Et bien sûr, Laurent l'avait conduite loin de la maison pendant que j'étais au travail, revenant à pied. La vérité m'a submergée comme une vague. Laurent avait volé notre voiture, vidé nos comptes, et vendu mes affaires, tout en jouant la victime. Chaque nuit d'inquiétude, chaque larme que j'avais versée pour lui n'était qu'un mensonge. Il avait utilisé ma compassion contre moi, comptant sur ma confiance pour couvrir ses traces. La trahison m'a blessée plus profondément que tout ce que j'avais jamais ressenti. Plus vivement que la solitude de mes années en foyer. Je suis restée assise dans le noir, les images tournant en boucle sur mon ordinateur portable, les larmes coulant sur mon visage. Comment avais-je pu être si aveugle ? Mais la colère a suivi la douleur, chaude et féroce. Je n'étais plus la jeune fille naïve sortie de l'ASE. Je m'étais construit une vie, une carrière, un nom. Laurent pensait qu'il pouvait se jouer de moi, mais il m'avait sous-estimé. J'ai sauvegardé les enregistrements, les mains tremblantes de détermination. Il ne s'agissait plus seulement de notre mariage. Il s'agissait de justice, de reprendre ce qui m'appartenait. Les images me brûlaient le cœur, mais elles ont aussi allumé un feu en moi. Je ne pouvais pas laisser les mensonges de Laurent me définir. J'ai passé la journée suivante au travail, mon esprit tournant à plein régime pendant que je planifiais mes prochaines étapes. Je me suis déclarée malade le lendemain matin, disant à Marc que j'avais besoin de temps pour moi. Il n'a pas posé de questions, a simplement dit « Prenez soin de vous, Amélie. Je suis là si vous avez besoin de moi. » Sa gentillesse a failli me faire craquer, mais je l'ai mise de côté. J'avais une mission. À la maison, j'ai rassemblé les preuves, les enregistrements vidéo, les relevés bancaires montrant les comptes vidés, et une liste des objets manquants, y compris ma montre et mon sac. J'ai conduit jusqu'au tribunal de grande instance, mes mains crispées sur le volant d'une voiture de location. Demander le divorce, c'était comme s'amputer d'un membre, mais j'ai rempli les papiers d'une main ferme, chaque signature étant un pas vers la liberté. Laurent m'avait trahi et je n'allais pas le laisser s'en tirer comme ça. Ensuite, je me suis dirigée vers le commissariat de police, un bâtiment trapu en briques au cœur de la ville. L'officier à l'accueil, un homme bourru nommé Leblanc, a haussé un sourcil quand j'ai expliqué la situation. « Vous dites que votre mari a volé votre voiture et votre argent ? » a-t-il demandé, le scepticisme dans la voix. J'ai fait glisser mon ordinateur portable sur le comptoir et j'ai lancé la vidéo. Ses yeux se sont écarquillés en regardant Laurent se faufiler dehors avec mes affaires, ce sourire suffisant plaqué sur son visage. « D'accord, » a dit l'inspecteur Leblanc en griffonnant des notes. « On va enquêter. » Je leur ai tout donné. Les reçus du prêteur sur gage que j'avais retrouvé, le numéro d'immatriculation de la voiture, et la déclaration du docteur Fournier sur le passé de Laurent. La police a retrouvé notre berline chez un concessionnaire de voitures d'occasion en périphérie de la ville, vendue par Laurent sous un faux nom. Le prêteur sur gage a confirmé qu'il avait vendu ma montre et mon sac, ce qui correspondait aux horodatage de mes enregistrements.
Quand ils ont fouillé son casier judiciaire, la condamnation pour escroquerie de Laurent datant d'il y a 10 ans a refait surface, le liant au même schéma de tromperie. Les preuves étaient irréfutables. Cet après-midi-là, je suis rentrée à la maison accompagnée de 2 policiers. Laurent était sur le canapé, feuilletant un magazine, jouant parfaitement le mari déprimé. Quand il a vu la police, son visage a pâli. « Amélie, qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé, la voix tremblante. J'ai brandi les papiers du divorce, ma voix stable malgré la tempête en moi. « C'est fini, Laurent. Je sais ce que tu as fait. » Les policiers se sont avancés, l'un lui lisant ses droits, tandis que l'autre lui passait les menottes. « Laurent Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie et vol. » Le masque de Laurent est tombé. Il a protesté, prétendant que sa dépression l'avait rendu différent, qu'il n'était plus lui-même. Mais je ne suis pas tombé dans le panneau. Tu as tout simulé, ai-je dit, la voix tranchante. La voiture, l'argent, ma confiance. Tu m'as utilisé. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux, pas le calme calculé que j'avais pris pour de la maladie. Les policiers l'ont emmené, et je suis resté debout dans notre salon silencieux, le poids de sa trahison retombant comme de la poussière. Je l'avais aimé, j'avais pris soin de lui, et il avait transformé cela en une arme. Mais je n'étais pas brisé. J'étais en colère, et cette colère me donnait de la force. Alors que la voiture de police s'éloignait, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement que Laurent ne puisse plus me faire de mal. Tristesse pour la vie que j'avais imaginée pour nous. Je lui avais fait confiance, j'avais construit un avenir dans mon esprit, et il l'avait réduit en miettes. Mais là, debout, les papiers du divorce à la main, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Je n'étais pas seulement Amélie, l'enfant de l'AS qui s'était battue pour la stabilité. J'étais Amélie, la femme qui s'était battue pour la justice. Des mois plus tard, le divorce a été prononcé. La procédure a traîné, embourbée dans les démêlés judiciaires de Laurent. Mais quand le marteau du juge est tombé, j'ai senti un poids s'envoler. Laurent risquait la prison, sa 2e condamnation pour escroquerie scellant son sort. Je n'ai pas assisté à ces audiences. Je ne pouvais pas supporter de le revoir. À la place, je me suis concentrée sur ma reconstruction, pièce par pièce. Mes économies avaient disparu, la voiture n'était qu'un souvenir, mais j'avais mon travail, ma maison, et une étincelle d'espoir tenace qui refusait de mourir. Le travail est redevenu ma bouée de sauvetage. Je me suis jetée dans les projets, restant tard pour réviser les manuels des employés ou arbitrer des conflits. Mes collègues se sont ralliés autour de moi, m'offrant des cafés et un soutien discret. Marc, en particulier, a été un roc. Il prenait de mes nouvelles avec un doux « vous tenez le coup, Amélie », et je hochais la tête, reconnaissante de sa présence stable. Mais la solitude s'infiltrait la nuit, quand la maison était trop silencieuse, et je me demandais si je pourrais un jour faire à nouveau confiance. J'avais attendu si longtemps pour trouver l'amour, seulement pour le voir réduit en cendres. L'idée de tout recommencer me semblait intimidante, comme se tenir au bord d'une falaise. Un après-midi, je déjeunais dans la salle de pause. Un simple sandwich jambon-beurre. Quand Marc s'est glissé sur la chaise en face de moi, avec son habituel sandwich industriel à la main. « Vous savez, » a-t-il dit, sur un ton désinvolte mais réfléchi, « je pense que vous vous entendriez très bien avec quelqu'un comme moi. » J'ai failli m'étouffer avec mon sandwich. Marc, avec ses yeux bienveillants et son humour discret, avait toujours été un ami, rien de plus. Mais la façon dont il me regardait maintenant, stable et sincère, a fait battre mon cœur. « Je suis sérieux, Amélie, » a-t-il ajouté, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Je suis restée sans voix, mon sandwich oublié. Marc s'est levé, m'a fait un signe de tête et est retourné à son bureau, me laissant avec un tourbillon de pensées. Une relation amoureuse avec Marc. Je n'y avais jamais pensé. C'était mon patron, mon ami, le type qui m'apportait des boissons énergisantes pendant mes jours les plus sombres. Mais alors que j'étais assise là, l'idée a germé. Marc était stable, gentil, quelqu'un qui m'avait vu au plus bas et qui croyait encore en moi. Pour la première fois depuis des mois,
j'ai ressenti une lueur d'excitation, comme une porte s'ouvrant sur une nouvelle possibilité. Ce soir-là, je me tenais dans ma cuisine, fixant mon téléphone. Mon cœur s'est emballé en pensant envoyer un message à Marc, peut-être lui proposer d'aller dîner. L'idée de me lancer dans quelque chose de nouveau était terrifiante, mais elle me semblait aussi juste. J'avais passé des années à construire ma vie seule, et la trahison de Laurent ne m'avait pas brisée. Elle m'avait montré à quel point j'étais forte. C'était peut-être ma chance de prendre un nouveau départ, de construire quelque chose de réel avec quelqu'un qui m'appréciait. J'ai tapé un message. Salut Marc, tu es libre pour un dîner ce week-end? Mon pouce a hésité au-dessus du bouton d'envoi, les nerfs en ébullition. Puis je l'ai pressé, un sourire se dessinant sur mon visage. Quoi qu'il advienne, j'étais prête. J'avais affronté la trahison, découvert des mensonges et j'en étais sortie plus forte. C'était mon histoire, et c'est moi qui en écrivais le prochain chapitre. À tous ceux qui ont suivi mon parcours, merci. Vous m'avez accompagné à travers le chagrin, la tromperie et le combat pour reprendre ma vie en main. Si mon histoire vous a touché, si elle a remué quelque chose en vous, cliquez sur le bouton « S'abonner » et rejoignez-nous. Chaque cicatrice raconte une histoire de survie. Chaque pas est une chance pour un nouveau départ. Continuez à vous battre pour votre vérité, et je vous retrouverai à la table où nous nous reconstruisons, un choix courageux à la fois.